Passons maintenant au domaine de la loi de qualification. En réalité, au sein même de la qualification Lekfori, la référence au droit interne du fort est limitée et plusieurs fois, il n'est pas exclusif. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par la limitation du rôle de la loi du fort au sein de la qualification Lekfori? Les partisans de la qualification Lekfori admettent d'une part que la loi étrangère peut avoir un rôle à jouer dans le processus même de la qualification. Mais d'autre part, les catégories dans lesquelles l'institution doit être classée ne sont pas nécessairement celles du droit interne. C'est-à-dire, plusieurs fois, on peut trouver que certaines institutions que le magistrat doit qualifier ne se trouvent pas dans son système du fort. Et chaque fois que le juge va qualifier une institution étrangère, il doit nécessairement l'analyser normalement pour dégager les traits essentiels qui lui permettent de préciser sa nature et découvrir la catégorie de rattachement convenable. Quand il s'agit d'une institution étrangère inconnue du droit local, une telle analyse ne peut être faite que selon la loi étrangère. Et c'est logique, qui est normalement la loi organique de l'institution. Ainsi, dans l'exemple du cas de l'époux pauvre, l'affaire maltaise, le conjoint ne pouvait être, cette affaire ne pouvait normalement être analysée que par la référence, ou plutôt que par le fait de se référer à la loi maltaise. Parce que si on veut analyser selon la loi française, il y aurait un non-sens. C'est impossible, puisque le droit interne français ne connaît pas ce type d'institution. Il n'y a pas une institution analogue dans le système français. Une institution qui s'appelle le quart ou la carte de conjoint pauvre. C'est pour cela d'ailleurs que certains juristes, notamment Batifolle, estimaient que la qualification comporte au fait deux phases. La première phase, c'est l'analyse et la deuxième, c'est le jugement. Il faut analyser, par la suite juger. Dans la qualification Lekfori, la phase d'analyse se fait les causer, et c'est normal. Seule la phase du jugement est nécessairement soumise à la loi du fort. C'est comme ça qu'il voit Batifolle ce processus notamment de qualification. Et pour reprendre l'expression de la carte du conjoint pauvre, le juge, après l'avoir examiné d'après la loi maltaise, et en avoir dégagé les caractéristiques essentielles, il va décider, en se référant par la suite à la loi française, si cette institution doit être intégrée dans la catégorie des régimes matrimoniaux ou celle des successions. Les deux institutions qui se trouvent dans le système français, et par cela nous comprenons que cette institution ne se trouve pas dans le système français, donc il fallait se référer au système maltais pour l'expliquer. Au fait, l'originalité de la qualification Lekfori tient donc essentiellement au fait que le juge saisit, c'est-à-dire le juge du fort, tout en prenant en considération le droit étranger pour analyser l'institution considérée, il n'est pas lié par la position du législateur ou du juge étranger quant à la classification dans telle ou telle catégorie. Il analyse, mais par la suite, pour classer l'institution dans une catégorie, il n'est pas obligé de suivre le système étranger à qui a fait appel pour justement l'analyse. La jurisprudence française, par exemple, classait la carte du conjoint pauvre dans la catégorie des successions, alors même que la qualification maltaise l'a rangée dans la catégorie des régimes matrimoniaux. Deuxième point à prendre en considération, c'est en ce qui concerne toujours cette qualification Lekfori, le magistrat doit adapter plusieurs fois, se trouve en réalité devant le fait d'adapter des catégories au droit interne, c'est-à-dire des catégories qui viennent d'un système étranger
et il les classe ou il essaye de les rassembler ou de les adapter à certaines institutions qui se trouvent déjà dans son système pour trouver bien sûr une solution. Et plusieurs fois, on hésite à déformer la catégorie de droit interne et donc pour permettre d'accueillir les institutions étrangères qui ne peuvent en principe entrer dans les catégories existantes. Dans ce sens, on donne toujours l'exemple français, de droit international privé français, en ce qui concerne la catégorie du mariage permettant d'y faire inclure les mariages polygamiques qui existent dans les droits musulmans, pour pouvoir s'en sortir. Cette théorie, ou plutôt cette orientation de qualification Lekfori, a des exceptions. Plusieurs fois, on se trouve devant des situations exceptionnelles. Lorsque le problème de qualification se pose dans le cadre d'un traité diplomatique, la qualification doit, dans toute la mesure du possible, être écartée. En effet, si les tribunaux des différents États signataires d'une convention, utilisant la thèse ou l'orientation Lekfori, donnent des qualifications divergentes. Cela risque, bien sûr, pour éviter précisément ce résultat, il faut chercher la qualification dans l'intention commune des négociateurs, et ce dans la mesure où elle peut être découverte, pour supprimer les risques inhérents d'une éventuelle divergence de qualification. D'ailleurs, les conventions internationales récentes s'efforcent de donner elles-mêmes les qualifications essentielles. C'est ainsi que le conflit de qualification, par exemple posé par le testament du Hollandais, ne pouvait plus se poser à nos jours, notamment avant même l'abrogation par le Code civil néerlandais de l'article 992, dont les rapports notamment franco-néerlandais, puisque la Convention de La Haye sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires dispose dans son article 5 ce qui suit. Aux fins de la présente convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachent à l'âge, à la nationalité ou d'autres qualités personnelles du testateur sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d'une disposition testamentaire. Donc cela pour limiter cette orientation en ce qui concerne la qualification Lekfori. Alors tous ces problèmes, comme vous avez remarqué, nous emmènent vers un autre problème et ouvrent d'autres questions et d'autres complications. Il s'agit tout simplement du renvoi. Parce que, comme vous avez vu, ça dépend de la qualification qu'on le fait, les causés ou Lekfori, et donc le résultat, ça peut nous renvoyer vers un système. Et ce système, il peut donner une qualification, et cette qualification peut nous envoyer par la suite à un autre système. Et par cela, nous rentrons dans ce que nous appelons le renvoi. Ainsi, le renvoi est la deuxième difficulté dans la mise en œuvre de la règle de conflit de loi. Il s'agit tout simplement de répondre à la question suivante. Lorsque une règle de conflit de loi nous envoie vers une loi étrangère, est-ce que cela veut dire que le magistrat doit prendre en considération seulement la règle adéquate au conflit, ou bien il doit prendre en considération tout le système de droits étrangers? Et le résultat est différent. Parce que s'il va prendre seulement la règle adéquate, c'est-à-dire il va directement à choisir la solution, le problème ne se pose pas. Mais s'il va choisir le système
complet de la loi étrangère ou de la loi désignée par la règle du conflit, il va se trouver devant un système dans lequel il y a aussi des règles de conflit de loi. Et ces règles de conflit de loi peuvent nous renvoyer soit vers la loi qui a envoyé pour la première fois, ou encore vers une autre loi ou un autre système. Et donc cela, ça va poser le problème du renvoi, et pas seulement le renvoi, mais aussi le renvoi à plusieurs degrés. Le renvoi au premier degré, deuxième degré et troisième degré. Et la prise en considération des règles relatives aux conflits nationaux, en principe, il n'est pas nécessaire. Le juge, pour n'appliquer que ses propres règles de conflit, mais parfois, il peut y avoir un intérêt à tenir compte des règles étrangères. Et donc, ici, à ce moment-là, le problème se pose de cette manière. Certains systèmes juridiques l'ont prévu en instituant le système du renvoi, dans lequel la règle du conflit du fort et la règle de conflit étrangère jouent cumulativement. Lorsque la loi étrangère est celle d'un État où la législation n'est pas unifiée, la prise en considération des règles relatives au conflit interne s'impose. Le problème de renvoi se pose après la phase de mise en cause des choix et d'application de la règle de conflit du fort. Si l'on constate alors que l'État étranger dont la loi est désignée par la règle de conflit donne compétence à une autre loi, on est dans l'hypothèse, notamment, comme je viens de le souligner, de renvoi. Exemple, s'agissant de déterminer la capacité d'un Anglais domicilié au Maroc, la règle marocaine de conflit de loi désigne la loi nationale, qui est la loi anglaise, mais la règle anglaise donne compétence, notamment dans sa règle de conflit de loi, compétence à la loi marocaine comme étant la loi normalement de dernier domicile. Les termes du problème sont les suivants. Faut-il appliquer la règle matérielle anglaise, car la règle matérielle de conflit de loi la désigne? Ou faut-il tenir compte de refus opposés par la règle de conflit de loi et appliquer la règle qu'il désigne? Et donc, en ce moment-là, on peut remarquer tout de suite que le problème ne se pose pas lorsque la règle de conflit de fort est celle du pays qu'il désigne sont identiques. Donc là, le problème ne se pose pas. Il se pose lorsqu'il y a une opposition entre les solutions des deux règles. Et lorsque le problème se pose de cette manière, nous pouvons nous retrouver devant plusieurs types de renvois, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Renvoi de premier degré, deuxième degré, et ainsi de suite. En ce qui concerne le renvoi en premier degré, l'affaire qui a déclenché notamment cette orientation ou cette thèse du renvoi, c'est apparu pour la première fois en France. Il s'agit de l'affaire Forgo, 24 juin 1878. Alors, de quoi s'agit-il? Forgo, enfant naturel bavarois, était venu très jeune en France, où il a toujours vécu et a décidé par la suite à Pau, en France. Il a laissé une succession mobilière et cette succession a posé problème, notamment d'héritage entre ses parents les plus proches, qui sont admis comme successibles par la loi bavaroise, mais non par la loi française. Et d'autre part, l'administration des domaines français. Alors cette dernière, c'est-à-dire l'administration des domaines français, avait tenu le raisonnement suivant. La règle française du conflit de loi déclare applicable la loi de dernier domicile de défunt. Or, Fargo était domicilié en France, et donc, par cela, la loi française s'applique. Et en droit français, il existe une règle qui dit que l'État français, Dawla al-Faransiya, hérite en l'absence des parents dotés de vocation successorale. La Cour d'appel de Pau, en France,
va donner raison à l'administration, mais sur pourvoi des collatéraux. La Chambre civile la Chambre civile de la Cour de cassation, française toujours, casse la décision au motif que Fargo n'avait en France qu'un domicile de fait. Et ce domicile de fait, il est insusceptible de justifier la compétence de la loi française. C'est-à-dire Fargo n'avait pas un domicile, j'allais dire administratif, mais c'était un domicile de fait. La Cour d'appel de Bordeaux, notamment qui a été désignée par la Cour de cassation pour rejuger l'affaire, au fond, estime que le domicile de droit était resté en Bavière et applique la loi bavaroise. Et donc, s'il applique la loi bavaroise, c'est-à-dire que l'administration française ne va pas hériter, mais ce sont les collatéraux qui vont hériter. Un nouveau pourvoi est soumis aux chambres réunies devant lesquelles, c'est-à-dire l'affaire va revenir vers la Cour de cassation, toute chambre réunie, devant lesquelles la question de renvoi fut expressément discutée. C'est-à-dire ce renvoi entre la loi bavaroise et la loi française. La loi bavaroise du domicile de droit désigne par notamment la règle française du conflit de loi et retient comme critère de rattachement le domicile de fait situé en France. Il renvoie donc à la loi française qui s'applique, malgré l'hostilité prévue de la doctrine dominante à l'époque. La Cour de cassation a longtemps maintenu son point de vue. Les matières où le renvoi fut le plus fréquent admis sont, c'est-à-dire les matières ou le domaine dans lequel on admet le renvoi sont notamment dans les successions immobilières, dont aussi le divorce, la filiation. Ça, en ce qui concerne le renvoi en premier degré. Passons maintenant au renvoi au second degré. Dans ce type de renvoi, la règle de conflit du pays désigne, par le fort du renvoi, à une loi tierce qui accepte sa compétence. Le juge saisi doit alors l'appliquer. Par exemple, une règle locale de conflit de loi soumet le statut personnel à la loi nationale. Et supposons que la partie en cause soit de nationalité anglaise, du conflit de loi, qui soumet le statut personnel à la loi du domicile. Et donc, par cela, ce sera la loi, par exemple, danoise, qui s'applique. La règle danoise de conflit de loi accepte le renvoi en désignant aussi la loi du domicile. Donc voilà, nous sommes devant un deuxième renvoi. Le renvoi au second degré a plutôt été construit par la doctrine. Et la majorité des auteurs estiment qu'il n'y a pas de raisons valables d'admettre le renvoi au premier degré et le repousser en deuxième. Et fut admis par la première fois par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en France le 21 janvier 1981, conformé notamment par la nationalité, Cour de cassation le 15 juin 1982, et en matière de forme des actes. L'admission de renvoi au second degré s'accompagne logiquement du renvoi au troisième et quatrième et ainsi de suite. Lorsque la loi tierce renvoie à une quatrième, le quatrième à la cinquième, et nous nous trouvons notamment dans ce que les juristes à l'époque appelaient le ping-pong ou le jeu de tennis. Du principe de l'admission ou de refus du renvoi, quels sont les systèmes qui acceptent et les systèmes qui refusent notamment ce renvoi, et quels sont les avantages du renvoi et les inconvénients de ce renvoi. Alors les arguments hostiles au renvoi, c'est-à-dire que refusent le renvoi. Alors selon ces
cette partie, le renvoi méconnaît le sens exact du jeu de la règle de conflit de loi. La loi applicable au fond est désignée par la règle de conflit du fort et non pas la règle étrangère. Et lorsque le juge se trouve en présence d'un conflit de loi, il consulte sa propre règle de conflit qui lui désigne la loi applicable et qui est nécessairement une loi interne. Dès lors, il y a plus à consulter la règle de conflit étrangère puisque le conflit est déjà tranché. Le juge saisi n'a pas à se préoccuper d'un éventuel refus de la règle de conflit étrangère qui ne bénéficie d'aucune délégation de compétences. Et si le juge tient compte de cette règle de conflit étrangère, il aboutirait à un résultat absurde puisqu'il aurait résolu 2 fois et de façon contradictoire les problèmes de conflit de loi. Aussi, admettre le renvoi reviendrait aussi à consulter 2 règles de conflit en même temps et à résoudre 2 fois de façon contradictoire le même conflit. Et ça, c'est aberrant. Certains auteurs ont rattaché cette idée, c'est-à-dire l'idée du renvoi, à la notion même de la souveraineté de l'État. Le droit international privé consiste à déterminer le champ d'application dans l'espace de la loi du fort. Et chaque pays détermine souverainement le champ d'application de ces règles de conflit sans tenir compte des règles étrangères. C'est donc la règle du fort qui détermine la loi substantielle, applicable au fond. Et ça serait abdiquer, toucher à sa souveraineté lorsqu'on abandonne cette détermination aux soins d'une règle étrangère. C'est le résultat normalement de ce que nous appelons le renvoi. Et le renvoi conduit à plusieurs raisons à un cercle vicieux. En ce qui concerne le renvoi en second degré, la loi étrangère peut renvoyer la compétence non à l'ex-foré, mais à une tierce loi, laquelle à son tour peut renvoyer à une autre loi, et ainsi de suite. Et cela, bien sûr, va donner plutôt à des résultats aberrants et absurdes. Et donc, selon certaines orientations, le renvoi est inutile. On avance plusieurs fois que le renvoi a pour but d'harmoniser les différents systèmes juridiques du monde. Or, il n'aboutit pas toujours à ce résultat. C'est ce que résulte de l'exemple suivant. Par exemple, la succession mobilière d'un Français décédé au Maroc. On cherche la solution en supposant d'abord que les 2 systèmes rejettent le renvoi, en supposant que les 2 l'admettent. Les 2 systèmes, droit international privé français et marocain, ignorent le renvoi. Le juge marocain, s'il est saisi, il doit appliquer la loi interne française, puisque d'après la règle du conflit marocain, les successions mobilières relèvent de la loi nationale. Le juge français, s'il est saisi, il va appliquer la loi interne marocaine, puisque d'après la règle de conflit de loi française, les successions mobilières relèvent de la loi du dernier domicile des défunts. D'autre part, les 2 systèmes de droit international privé admettent le renvoi, donc on va voir dans ce cas-là. Le juge marocain va prendre en considération le refus de la règle de conflit française et applique la loi interne marocaine par renvoi de la loi française. Le juge français prend en considération le refus de la règle de conflit marocain et applique la loi interne française par renvoi de la règle marocaine. Et donc, si l'on exclut le renvoi, le tribunal marocain applique la loi française et le tribunal français applique la loi marocaine, et que si l'on admet le renvoi, le tribunal marocain applique la loi marocaine et le tribunal français applique la loi française, et donc il n'y a pas plus d'harmonie, de solution avec le renvoi que l'absence du renvoi. Donc on serait devant un cercle vicieux. Les arguments en faveur du renvoi, c'est-à-dire pourquoi on admet plusieurs fois le renvoi.
Pour terminer ce chapitre, nous devons noter que les conventions internationales relatives aux conflits de loi excluent le renvoi, en précisant que le caractère de choix adopté désigne la loi interne. Donc, ce sont les conventions récemment élaborées par la conférence de La Haye qui le spécifient. Et la même solution se trouve dans la Convention du Rhum du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Nous trouvons aussi la solution consacrée par la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire, qui dispose dans son article 3 la référence à la loi de l'un des deux États s'entend de la loi interne de cet État, à l'exclusion du système international de conflit de loi qui peut y être en vigueur. Et donc, ça, c'est le contenu de l'article 3 de la Convention de 10 août 1981 et qui nous montre directement quelle loi applicable et qui évite notamment le fait de tomber dans ce problème de renvoi. Le renvoi, je disais tout à l'heure que c'est presque la dernière étape en ce qui concerne le choix et la désignation de la loi applicable lorsqu'on est devant un conflit et un contentieux dans lequel il y a un élément d'extrémité. On passe par la qualification, par la suite, notamment, on désigne notamment la loi applicable, c'est-à-dire en utilisant la règle du conflit, qui peut notamment nous mettre dans la situation, comme j'ai souligné, du renvoi. Mais à la fin, il y a toujours une solution, c'est-à-dire on désigne une loi applicable, qui peut être la loi du fort, c'est-à-dire du juge saisi, ou encore d'une loi étrangère, Mais seulement cette règle, notamment applicable selon la règle du conflit, il peut tout simplement être écarté. C'est-à-dire, après toutes ces démarches faites par, si vous voulez, par le magistrat, et après avoir trouvé notamment la loi applicable et la règle applicable, il se peut que cette règle qui a été désignée par la règle du conflit, et qui est applicable selon la règle du conflit, peut être écartée tout simplement par le juge.